Donc, Nora Busni, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, on va discuter en fait essentiellement de votre livre Les Nouveaux Inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke qui est apparu chez Albin Michel. Est-ce que, avant d'entrer dans les questions à proprement parler sur le livre, vous pouvez vous présenter rapidement votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser à cette thématique? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je m'appelle Nora Bussini, je suis journaliste d'investigation et j'écris également des livres, Les Nouveaux Inquisiteurs est mon troisième ouvrage. C'est pas la première fois que je me penche sur la question dite du wokisme. J'avais déjà écrit plusieurs papiers pour les médias avec lesquels je collabore, à savoir Le Point et Marianne. Et en fait, l'idée de ce livre vient conjointement de deux enquêtes que j'ai faites pour ces deux médias. Finalement, si je veux totalement comprendre le wokisme, il faut que je le vive. Il faut que je le vive de la manière la plus concrète possible. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, j'avais lu beaucoup d'essais, il y a énormément d'essais qui étaient sortis. Il y avait même une étude très brillante, celle de Pierre Valentin pour la Fondapol. Et à chaque fois, je me disais, ça m'aide à comprendre, mais moins dans une démarche journalistique. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas prendre le pas de l'immersion. Et il faut savoir que l'immersion journalistique, c'est ce que j'adore à titre personnel lire. Et je me suis dit, bah ça peut être l'occasion. Je tente de me faire une fausse identité et d'intégrer moi aussi les milieux militants, qu'on appelle les milieux woke. Voilà. Alors, ça se lit à la fois, le livre se lit à la fois comme une visite de l'intérieur des mouvements woke, et c'est aussi un récit personnel. C'est entremêlé en fait de réflexions personnelles où vous exposez vos doutes, vos émotions par rapport à ce que vous êtes en train de faire, et avec même un questionnement psychanalytique quasiment. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de raconter ces moments intérieurs dans le livre? Alors il y avait eu deux idées. Déjà la première, c'est que en lisant beaucoup de récits d'immersion, à l'instar de ceux par exemple de Valentin Gendreau, l'immersion dans la police. Il y avait également Geoffrey Le Guilcher qui avait fait une immersion dans un abattoir. Et évidemment, on ne la présente plus, Nelly Bly, qui s'était infiltrée dans un hôpital psychiatrique. Florence Aubenas, voilà, j'en passe, il y en a pléthore. En fait, à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien savoir à quel point ça les a atteints. Et à quel point ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Donc il y avait ça, et je m'étais toujours dit, j'aurais aimé beaucoup voir ce que ça donne après leur séance chez un psy, parce que quand même, c'est vrai que c'est très intense. Je me suis rendu compte qu'en fait, le wokisme a un impact immense sur l'aspect psychologique de ces militants. En l'occurrence, quand j'avais discuté avec ces trois anciens militants, je m'étais rendu compte que tous avaient extrêmement peur. Déjà, ils avaient super peur que l'article sorte, très 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 peur que on puisse les reconnaître. Il fallait que l'anonymat soit le plus total, le plus strict. Et pourtant, je veux dire, je fais beaucoup d'enquêtes en investigation, et c'est une des fois où j'ai vu les personnes les plus angoissées. Je me suis dit, en fait, ça touche au plus profond de l'intime. Et je voulais voir à quel point moi ça allait pouvoir aussi m'atteindre, me toucher, me secouer. Voilà. Et alors, quand on lit justement ces pages plus intimes, entre guillemets, on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, vous avez aussi peur de passer du côté obscur de la force, si je puis dire, et de devenir en quelque sorte une militante. Alors j'ai jamais eu peur d'être à ce point-là, mais j'ai eu peur de me dire, en fait, j'ai failli à plusieurs reprises laisser tomber en me disant, eh bien peut-être qu'il faut peut-être cet excès dans les luttes pour que les choses avancent. Je partais déjà avec un bagage. Je suis féministe. Féministe universaliste, certes. Alors pour ces militants, j'ai découvert c'était être un féminisme de droite, voire d'extrême droite, que d'être universaliste. Mais je partais déjà avec ce bagage-là. Donc voilà, c'était contre le racisme, contre l'antisémitisme. Donc forcément, j'avais déjà une sorte de léger bagage militant. Donc forcément, c'est vrai que quand on est face à l'excès des causes que l'on défend, il est très difficile de se dire, est-ce que moi je vais pas non plus tomber dans cet excès-là, ou tout du moins me dire qu'il faut qu'il soit là pour que les choses avancent. Et on ressent quand même des doutes à la lecture, je dirais en tout cas une forme d'empathie à un certain moment Ouais, bien envers sûr. certains personnages. Bien sûr, tout à fait, même constante. En fait, se mêlait un mélange, enfin, il y avait un mélange d'empathie constant, et surtout en fait de culpabilité. Et la culpabilité, c'est vraiment le propre des dérives militantes.
puisque et plus particulièrement non seulement des dérives militantes, mais plus particulièrement du wokisme, puisque on passe notre temps à parler qu'en privilège et en oppression. Donc forcément, on passe son temps à culpabiliser d'être ce qu'on est. D'avoir la vie qu'on a, de ressentir ce que l'on ressent. Moi, j'ai passé 1 an à culpabiliser et à me dire que c'était finalement moi la grande méchante de film. Et alors, qu'est devenu Noli, justement, ce personnage qui vous a permis, que vous avez endossé, incarné auprès de ces militants depuis? Est-ce que Ah Noli bah, s'est endormie définitivement? Est-ce que elle réapparaît par moments? alors non, pas du tout. Alors je peux vous dire que franchement, je crois que la sortie, juste avant la sortie, alors la sortie a été tellement violente que je peux vous dire que je n'ai plus aucune once de culpabilité, quelle qu'elle soit. Sincèrement, parce que quand j'ai vu, j'ai pu subir de plein fouet la radicalité des luttes. Malement pris si je venais à culpabiliser face à des gens qui ont souhaité ma mort, qui m'ont menacé, qui m'ont insulté, moqué, harcelé massivement. Et non, mais alors par contre, je suis encore plus que jamais féministe universaliste, parce que je suis certaine que la réponse se trouve dans l'universalisme. Et mon livre en a été la preuve, et surtout là où ça a été le plus rassurant, c'est que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous avez changé néanmoins d'avis sur ces mouvements au fur et à mesure de votre enquête? Oui, sur un point, c'est qu'ils me font plus du tout peur. Chose où avant, quand je travaillais le sujet seulement journalistiquement par des articles et que j'étais, je sais que ce soit chez Marianne, au Point, mais il y a aussi pléthore d'autres médias qui s'intéressent à la question, qui la travaillent et qui l'écrivent. Il y a à chaque fois un petit peu cette impression de peur, de fantasme, de se dire qu'on va tomber dans une forme de dystopie en France. Et en fait, je me rends compte que absolument pas. Ce sont des militants qui sont totalement dispersés, qui ne parviennent pas à réussir à s'unir, à s'entendre, et c'est à l'image de la Pride radicale. Ce sont des personnes qui vivent comme une offense et une violence le fait de dire IL au lieu de AL. Voilà, il y a plein de choses qui me font dire que j'ai pas peur, je veux pas avoir peur je peux pas être alarmiste en fait, tout simplement. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui peuvent m'inquiéter. Et ça, je les ai conscientisées après la sortie. Mais en tout cas, je n'ai plus du tout peur. Est-ce que vous pensez que ces idéologies ont un impact sur la psychologie justement des militants? Parce que quand on lit votre livre, on voit que, une certaine fragilité en fait, psychologique, chez ces gens. Alors oui, alors moi je sais que j'ai été, je suis très très prudente sur la question. Je vais absolument pas poser des diagnostics ou pathologiser des personnes, donc parce que c'est absolument pas mon travail. Toutefois, moi je peux dire une chose, c'est que déjà ce sont quand même des militants qui pour la plupart se revendiquent souffrir de pathologies. Soit c'est diagnostiqué, soit eux-mêmes sont autodiagnostiqués. Et déjà, l'autodiagnostic peut poser question, parce que quand même, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient persuadées qu'il faut abolir la psychiatrie, même abolir plus largement parfois même la médecine, les hôpitaux, parce que ils estiment que les diagnostics qui ont été faits envers eux sont faux. Et la plupart du temps, moi, je m'attendais à ce que il nie un diagnostic posé, mais en fait non, il nie le fait qu'il n'y a pas de diagnostic. C'est-à-dire ils sont souvent, sont plusieurs à être persuadés, par exemple, de souffrir de troubles du spectre autistique, d'être peut-être, j'en ai entendu qui sont ils se pensent TDAH, ils pensent avoir des troubles bipolaire, borderline, voilà. Et à chaque fois, ils disent, je suis autodiagnostiqué parce que les médecins n'ont pas voulu se pencher sur mon cas. Alors déjà, c'est tout à fait faux, parce que quand on discute vraiment avec eux, on se rend compte qu'ils ont fait des rendez-vous médicaux, mais c'est juste que les médecins n'ont pas posé de diagnostic. La question aussi de la dysphorie de genre, c'est une question que eux n'estiment pas être une pathologie mentale. Où ils vont dire que par exemple ils souffrent d'une dysphorie de genre, alors que parfois ça n'est pas le cas. Donc voilà, moi je les pathologise pas, mais je peux dire que d'eux-mêmes ils le font finalement. Et je sais qu'il y a aussi souvent dans ces militants, parce que pour la plupart ils sont aussi anti-police. Enfin, ce sont des personnes antifa. Et on retrouve quand même beaucoup de crises de paranoïa. C'était le cas, moi, d'une de mes binômes à la Pride radicale, qui, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, là, il y a une paranoïa.
Elle était persuadée qu'on était écoutés. Ils étaient persuadés à se dire le gouvernement nous écoute, nous épie. Là, c'est sûr, c'est des gens des renseignements généraux, ils sont là. Et enfin, pas du tout. Et en fait, c'est par cette peur et cette colère envers l'État, envers les forces de l'ordre, qui peut créer aussi des accès de paranoïa. Mais encore une fois, je suis pas du tout spécialiste. Ouais, c'est ce que vous racontez, notamment quand vous préparez le service de sécurité Oui, exactement. de cette Pride, où les gens sont complètement en panique, à l'idée Ah oui. de voir des policiers, de Ah mais bien sûr, et c'est même là où c'est la première fois de ma vie. Alors eux, ils vont vous dire, bah oui, mais c'est parce que c'est un privilège de blanche que je n'ai pas peur des forces de l'ordre. Mais moi, je peux vous dire que c'est la première fois que je me suis dit, c'est certain que je vais finir en garde à vue, c'est certain que je vais me faire frapper par des policiers parce que on est conditionné pendant 12 heures à ça. Et en fait, dans les faits, quand j'ai quitté cette formation, j'avais fini par demander en me disant, mais l'année dernière, il y a eu combien de tabassage de policiers ou d'arrestations? Ils m'ont dit aucune. Donc en fait, on nous prépare 12 heures durant de la déformation d'anti-répression en nous disant à quel point la police nous veut du mal, et pour que dans les faits, ils se basent sur techniquement rien, puisque l'année d'avant, qui était la première édition, moi j'ai fait la deuxième, il n'y avait pas eu d'arrestation. Et pourtant, je peux vous dire qu'en 2022, ils hurlaient dans les rues, tout le monde déteste la police, un flic, une balle, justice sociale et tout ce qui va avec. Mmh. Alors, on sait bien que le mot wokisme, c'est un peu un mot commode, Oui. valise pour rassembler des idéologies assez différentes les unes des autres. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous retenez en fait quels sont les points communs en fait entre ces différents groupuscules? Enfin, moi, Mmh. j'appelle ça des groupuscules parce qu'ils me paraissent pas non plus toujours très nombreux en fait, notamment quand vous décrivez ce qui se passe à Paris 8, c'est plein de micro-réunions avec quelques Oui, personnes, c'est ça. etc. Chacun a ses credos, sa vision, etc. Mais quel est leur point commun en fait? Leur point commun déjà, c'est la haine de la France, la haine des forces de l'ordre, la haine de l'État. Heu, c'est des personnes qui sont presque, on pourrait dire, anti-républicaines. C'est aussi une excessivité dans le progressisme, parce que être progressiste, c'est pas du tout quelque chose de mal, bien au contraire. Mais eux sont excessifs dans leur recherche du progrès, et tout devient progrès, et on est tout de suite taxé de conservateur si on émet ne serait-ce une quelconque critique. Par exemple, moi, je suis considérée comme transphobe parce que je questionne, et j'estime qu'il faut de la prudence pour transitionner. Transitionner surtout quand on est une personne mineure, et même mineure de moins de 15 ans. Et juste ça fait de beaucoup de gens, dont moi, des personnes transphobes. Voilà, moi je pense vraiment ce qui est le socle commun, et la haine de la France, la haine de la police, et de tout ce qui mêle la France en fait dans son identité et dans son histoire. J'ai aussi l'impression qu'à un moment donné de votre infiltration, vous avez eu le besoin impérieux de vous nourrir intellectuellement par d'autres points de vue, notamment en discutant avec votre amie Leïla, mais aussi des interviews de militants qui n'appartiennent pas directement à ces Mmh. mouvements, même qui en sont des fois à l'opposé, qui les récusent. Et pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin en fait de redevenir par moment une journaliste? Ah c'est une très bonne question. En fait, moi j'avais déjà décidé, je partais du principe que pendant un an, j'ai pas lu Charlie Hebdo par exemple, qui est un magazine que je lis, que j'aime beaucoup. Pendant un an, j'ai fait en sorte de me nourrir exclusivement de ce dont enfin quasiment exclusivement de ce dont se nourrissent ces militants, s'abreuver de contenu sur les réseaux sociaux d'influenceurs qu'ils peuvent suivre, très majoritairement des coloniaux, d'écouter les podcasts qu'ils écoutent, de lire les livres qu'ils lisent. Voilà, donc je me conditionnais. Mais vers la fin de l'immersion, je me suis dit, j'ai peur de sombrer dans un anti-militantisme absolu, sans être capable de faire la distinction entre une cause qui est noble et les excès de ces causes. Et c'est pour ça que j'ai tenu à aussi laisser la parole à des personnes, alors comme disent les militants, on va dire woke, ils disent tout le temps laisser parler les concernés. Pourquoi pas? En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé parler des personnes, notamment Arnaud de Fierté Citoyenne. Mais il n'y a pas que lui, il y a plusieurs autres militants qui sont des militants LGBT par exemple,
universalistes et qui eux-mêmes, encore plus que moi, qui n'avaient qu'une expérience de quelques mois dans le militantisme, eux, ça fait des années qu'ils militent et eux, ils les ont vus venir, ces excès dans les luttes. Et ils ont été capables, dans leur propre militantisme, de ne pas sombrer dans ces excès-là, d'être capables de voir où se trouvait le curseur entre aider des personnes et être excessif dans les luttes qu'ils défendent. Et c'est pour ça que je voulais leur laisser la parole pour que le lecteur il ait ces deux points de vue et qu'il ne se pas juste tomber dans un truc que j'ai déjà entendu qui est si t'es homosexuel c'est que t'es woke, si t'es féministe c'est que t'es woke, et ça je l'ai entendu mais énormément de fois et c'est ce que j'ai essayé dès le début de rétablir en disant non, ce n'est pas vrai. Voilà. Au risque d'ailleurs pour eux de vivre des chocs à la fois idéologiques, voire plus violents, parce qu'en fait on voit bien que au cœur même de ces manifestations, déjà les gens sont pas d'accord entre eux, etc. Mais alors vis-à-vis de ces associations plus universalistes, c'est carrément violent, en tout cas au travers des réseaux sociaux. Ah mais au travers des réseaux sociaux, et en vrai, il y a des militants du printemps républicain qui sont quand même considérés, c'est considéré comme d'extrême droite. Enfin, ça vraiment, mais à chaque fois, je tombe des nues quand j'entends Elisabeth Badinter est une féministe d'extrême droite. Je me dis ok, mais pas de ces gens, ce n'est plus possible. Et c'est un oxymore quand même. Une féministe d'extrême droite, c'est quand même. Mais je vous assure que je l'ai entendu. Elisabeth Badinter a un féminisme d'extrême droite parce qu'elle est universaliste. La deuxième partie du livre, en fait, vous ramène sur les bancs de la fac. Au début, vous avez l'air d'être très contente en fait de cette idée de récupérer une carte étudiante, de repartir avec des livres sur les campus, etc. Mais vous vivez en fait une énorme surprise sur l'évolution de l'université. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet écart qui transparaît dans cette partie entre ce que vous imaginiez et ce qu'est vraiment, ce qui se passe réellement à Paris 8, notamment, qui est sans doute l'endroit où les choses sont le plus extrêmes, on va dire, par rapport à ça. C'est le bastion du militantisme extrémiste. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas récupéré de carte étudiante et ça, j'ai vraiment tenu à le dire. J'ai pas pris la place d'un étudiant. Jamais. Et vous étiez en auditeur libre. Voilà, j'étais auditrice libre. Et à Paris 8, c'est vrai que c'est pas du tout contrôlé, donc je pouvais absolument faire toute ma vie dans la fac. Je pouvais suivre les cours que je voulais, assister à tout ce que je voulais. Mais je tenais à justement ne surtout pas prendre la place d'un étudiant. Moi, j'ai tenu à suivre des cours dont le sujet était les violences policières, et c'était quand même un cours important de la L2 de sociologie. Je suis aussi des cours en L3 où la toute premier cours qu'on nous fait le prof, et alors désolé de le préciser, mais c'est un prof qui était blanc. Il arrivait devant une salle de classe où il y avait des élèves, il y avait une mixité dans la classe, et en fait les élèves étaient absolument juste là pour suivre le cours. Et c'est dès le début que le professeur nous a renvoyé à nos couleurs de peau en nous disant, alors qu'il n'était même pas question de ça, ça fait du bien de s'adresser à un public comme celui d'ici et pas avec auprès de petits blancs de Sciences Po et de la Sorbonne. Enfin, il me dit quelque chose comme ça. Il disait, je l'ai cité dans le livre. Parce que je l'avais noté. Et dès le début, je me suis dit, c'est dingue. En plus, les étudiants, personne n'a réagi. Tout le monde s'est un peu regardé en chien de faïence parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils parlaient de couleur de peau alors que c'était même pas la question. Et en fait, dès le début, les professeurs renvoient à ça. Et aussi, alors ce que j'ai trouvé assez dingue, donc c'est l'omniprésence d'une politique d'extrême gauche, et pas n'importe laquelle, puisque là-bas, Fabien Roussel est considéré comme de droite. Oui, et en plus, il a vraiment pas le droit d'avoir ses affiches et ces quartiers-là. Où on a un discours qui est aussi constamment entre l'omniprésence de monsieur Jean-Luc Mélenchon ou du NPA, avec particulièrement Anas Kazib, qui appartient quand même à un mouvement d'extrême gauche très radical, qui tout récemment, son mouvement, et en tout cas celui du pain et des roses, qui est affilié à son collectif, a quand même appelé le Hamas comme la résistance palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'a dit une de leurs porte-parole. Donc voilà, il lui fait des conférences dans des salles de TD en fin de journée pour les étudiants. Il est invité allègrement. Monsieur Mélenchon et d'autres, c'est pareil. Et alors déjà, moi, je me suis dit, c'est fou parce qu'il n'y a donc qu'un seul son de cloche. Et ce son de cloche, même à l'intérieur de ce son de cloche, on n'a pas un Fabien Roussel. Et alors, le dernier truc qui m'a vraiment surprise, c'est qu'en fait, j'ai pu rejoindre une association
pour laquelle on nous a prêté une salle de TD à l'intérieur de la fac. Je le précise toujours, c'est important. Donc c'est le doyen, enfin les doyens de l'université qui valident le fait qu'on puisse avoir accès à cette salle-là pour s'installer où on souhaite. Une association interdite aux hommes cisgenres. Donc ça, quand même, ça veut dire que dans une salle de TD de la fac, lorsque nous nous réunissions, nous avions, vous, je me permets de présumer de votre genre, désolé, vous n'aviez Tant pis pas le pour droit, moi. oui, navré, vous n'aviez pas le droit de pouvoir nous rejoindre et écouter ce que nous avions à dire. Et ça, moi, je pense on cochait absolument toutes les cases des dérives d'extrême gauche. Et alors, Mais bien alors, sûr, j'ai pas parlé, je suis navrée, de de tous les discours anti-police qui nous accueillent, qui véritablement nous accueillent, parce que quand on rentre pour aller en cours sur l'escalier principal, c'est marqué All cops are bastards. Donc tous les flics sont des bâtards. Et ça, ce tag-là, il reste des dags comme ça, il y en a, mais à l'appel. Et puis ils sont là constamment, ils sont pas du tout effacés. Pareil, des messages antisémites. Sous couvert d'antisionisme, il y en a pas, il y en a beaucoup à Paris 8. Je les ai même pris en photo et lorsqu'il y a eu les attaques du 7 octobre, je les ai publiés sur mes réseaux sociaux pour montrer quand même que ça date pas d'hier. est-ce que vous avez la sensation que le mouvement est peut-être subi par une majorité des étudiants, y compris dans ces facultés? Bien sûr, et déjà on le voit ça même sur les réseaux sociaux, puisque je me suis mise un petit peu à contre-courant de plusieurs de mes confrères, mais pour le point, je tiens une chronique où j'analyse une semaine sur deux ce qui fait débattre et réagir la génération Z en les interviewant, et je peux vous dire que la majorité en a marre du wokisme. C'est quelque chose qu'ils trouvent vraiment ridicule, et ça veut pas dire pour autant qu'ils sont pas progressistes, loin de là. Mais c'est vrai qu'ils les voient très bien, ils décèlent immédiatement les excès dans les luttes et ils trouvent juste ça ridicule. Alors après, le côté apathique, il est un peu différent. Je pense pas que c'est plutôt des personnes qui généralement sont, comme je l'étais moi, à savoir culpabilisent de leurs privilèges. Et on le voit très bien à la Pride radicale quand je raconte justement la soumission des personnes blanches. Elle est criante. Et là, à la fac, c'est ce que j'ai plutôt constaté, les gens font leur vie, passent de manière très morne, passent devant des discours, des affiches, les conscientisent pas spécialement. Et d'ailleurs, même quand on essaie d'aller au fond des choses, par exemple avec le collectif féministe où on interdisait l'accès aux hommes dans la salle de TD pendant la réunion, quand j'essayais de savoir, les mettre un petit peu face à leurs contradictions en disant mais attendez, mais du coup vous rejetez les hommes cisgenres, mais s'ils sont homosexuels, s'ils sont noirs, ça va pas avec le prisme de l'intersectionnalité, ça. Et même là, elle savait pas trop quoi répondre et elle disait leur seul argument pour rejeter, c'était de dire, bah, ils ont le droit d'aller partout ailleurs. Et du coup, moi, je vois pas en quoi c'est un argument pour rejeter quelqu'un qui a le droit d'aller ailleurs. Euh, Dans ce cas-là, moi, je connais pas d'endroit où j'avais pas le droit d'aller en tant que femme cisgenre. Dans la troisième partie du livre, vous partez prendre le pouls de la province. Je ne sais pas si c'était un besoin d'aller vraiment prendre l'air ailleurs, mais en tout cas, vous montrez que ces idéologies y ont aussi pris racine en réalité. Est-ce que vous pensez que la situation est identique dans toutes les régions et n'est pas finalement spécifique à Paris et à l'Île-de-France? Alors, j'y tenais parce que justement, je savais très bien qu'on allait m'accuser que ce soit un phénomène parisien, si je me contentais que de la région parisienne. Je ne pense pas que ce soit un phénomène parisien. Toutefois, je pense que c'est un phénomène commun aux grandes villes universitaires ou aux villes qui ont des universités, parce que les bastions sont généralement à l'université. Et alors, à moindre mesure, on le voit depuis le 7 octobre, avec l'impact des des questions antisémites dans les facultés. Ça, on retrouve pas les mêmes tags dans des petites villes où il n'y a pas d'université. On les retrouve là où il y a toujours des universités. Donc, je pense vraiment que c'est le propre des études supérieures et pas du tout le propre de Paris. À la fin du livre, vous concluez le livre par un échange avec votre psy. Et vous dites, enfin, c'est le psy qui vous dit ça, vous commencez à en avoir votre dose du wokisme, et vous dites: «J'opine du chef», nous sourions malicieusement comme pris en faute, et lui vous dit: «Moi aussi, et je crois que vous, comme pour moi, il va falloir refaire de la créativité sur autre chose». Et est-ce que vous pensez que cette idéologie woke est vouée à disparaître, notamment comme le suggère un peu Pierre Valentin? Ou est-ce que c'est simplement une indigence qui fait que, en fait,
elle existe, elle est prégnante dans les réseaux sociaux, elle est prégnante parfois dans la rue, dans des manifestations, mais elle est peut-être en train de s'étioler plus ou moins. Alors je ne sais pas si elle est vouée à disparaître, mais à s'étioler, c'est certain. Je pense qu'alors peut-être simultanément, comme on a un peu tous enchaîné nos livres, Samuel Fitoussi, Pierre Valentin et moi, on a vu que en fait, moi, en tout cas je vais parler pour ma part, mais je m'attendais pas du tout à ce que le livre ait un tel succès et fasse autant réagir les gens et que ce ne soit pas cantonné qu'à la droite et on va dire à l'extrême droite française, pas du tout. Et les Français ont massivement réagi et ça j'étais très surprise. Je recevais mais jusqu'à une dizaine pas de messages par jour. Je crois que j'ai reçu plus d'un millier de messages depuis que le livre est sorti, entre les lettres, les mails, les messages de gens qui me disent oui, je l'ai constaté. Oui, moi aussi, j'étais militant. J'ai vu ces excès. Ma fille est comme ça. Ma fille m'a raconté ça. Mon fils m'a dit ça. Enfin voilà. En France, on le voyait avec les ventes du livre. Je pense qu'en fait, en France, les gens ont leur dose du wokisme. Les marques commencent à en avoir aussi marre et voient que c'est pas forcément quelque chose sur lequel ça marche. Je vois aussi que sur les séries télé, Samuel Fitoussi l'explique bien mieux que moi, qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Tout n'est pas non plus gagné, mais c'est en très bonne voie. Tout n'est pas non plus gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a un point sur lequel je peux être alarmiste, et c'est bien le seul, c'est que on reprend ce qui a été dit à la fac. Quand je vous racontais que justement, il y a des masters ou il y a des cours en stratégie du désir lesbien dans l'Espagne médiévale, c'est pas le terme exact, mais c'est pour donner un exemple, qui sont encore une fois dans le livre les intitulés. Que pensez-vous que des étudiants qui suivent ces cours-là vont faire comme travail par la suite? Ils ne peuvent pas être tous sociologues, ils ne peuvent pas tous gagner leur vie. Et moi, je sais très bien ce qu'ils font, ces étudiants-là et d'autres aussi. Ils deviennent professeurs contractuels. Parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et c'est un sujet que je connais bien, j'ai moi-même été professeur contractuel, on a besoin d'enseignants. Et aujourd'hui, on prend des enseignants avec une licence plus ou moins générale. Et alors, du coup, ce sont des personnes-là qui sont ultra militantes, qui se retrouvent à remplacer des professeurs titulaires qui sont en burn-out, qui sont épuisés et qui ont accès à des classes où l'esprit est encore malléable, l'esprit est en train de se forger, et on le voit parce qu'on voit de plus en plus d'élèves qui racontent les excès de certains de leurs enseignants, et quand on recoupe, on voit que c'est très souvent, pas toujours, mais que c'est très souvent des professeurs qui sont contractuels. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci C'est d'avoir moi qui vous accepté remercie. cet entretien et bah, on attend avec impatience, un prochain livre d'infiltration. On verra si c'est ça, mais en tout cas, il y a des projets déjà qui arrivent. Merci à vous, j'étais ravie de cet Merci. échange aussi, c'était passionnant.